Nous sommes à l'Opéra de Vienne, la Mecque de la musique classique. C'est-à-dire pour beaucoup de gens, la seule musique digne de ce nom, tout le reste étant bon à mettre à la poubelle. Un ministre du gouvernement britannique n'a d'ailleurs pas hésité à déclarer que le rap était la cause de la violence urbaine. Si une musique qui parle de violence peut engendrer la violence au quotidien, je suppose que l'ouverture 1812 de Tchaïkovski a dû mettre le 19e siècle à feu et à sang. Et puis, il ne faut peut-être pas s'étonner que la musique classique soit boudée par le plus grand nombre, quand pendant des années en Grande-Bretagne, on ne pouvait guère en entendre ailleurs que sur Radio 3, dont les animateurs, formés à la même école que ceux de France Musique, ont tous dans la voix une passion communicative. Le prochain morceau, en si bémol majeur, est composé de 5 mouvements à 3 voix. Vous remarquerez l'aisance avec laquelle le compositeur, DJ Latune, marie le piano forte avec les paroles d'un livret qui commence ainsi. Moi, les flics, je les nique. Fais gaffe à ta gueule. L'autre jour, j'étais chez moi en train de zapper devant ma télé et je suis tombé sur la retransmission en direct d'un concert de musique classique. Un spécialiste nous expliquait que l'œuvre qui allait être interprétée avait pour thème l'espace intérieur. En fait, elle était entièrement silencieuse. Un peu plus tard, d'éminents critiques nous ont appris qu'ils avaient également eu le privilège d'assister à la répétition générale. Je pense que la générale était très différente de ce que nous avons entendu ce soir. C'est le genre de choses qui dégoûte définitivement beaucoup de gens de la musique classique. Et c'est très dommage, surtout en ce qui concerne Beethoven. Car Beethoven était un rappeur, un punk, le Johnny Cash, le Jimi Hendrix et le Bob Marley de sa génération. Son histoire est celle d'un génie, mais d'un génie inspiré avant tout par la passion et par les idéaux de la Révolution française et de l'époque napoléonienne. C'est l'histoire d'un homme qui allait laisser à tous ceux qui l'ont rencontré le souvenir d'un insupportable grincheux. Un trait de caractère qui n'est peut-être pas étranger au fait que le génial compositeur était sourd comme un pot. Beethoven est né à Bonn en 1770. Bonn était à l'époque l'épicentre allemand du grand mouvement d'idées qui secouait alors l'Europe. Un mouvement qui entendait promouvoir la science, la raison, l'unité des nations, voire la démocratie, pour combattre le pouvoir de la royauté, de l'Église et de la noblesse. Beethoven grandit donc dans une ville où souffle un vent de contestation. Qui plus est, le jeune homme a pour idole un franc-maçon, un certain Mozart. Né à Salzbourg, Mozart a 14 ans de plus que lui. Il a adhéré à la franc-maçonnerie parce qu'il ne supportait pas l'idée d'une société où la place de chacun était déterminée dès la naissance. Les musiciens, par exemple, étaient considérés comme des domestiques, exhibés devant les grands de ce monde, comme des animaux savants. Témoin cette petite annonce parue dans un journal de Vienne. Recherche musicien sachant jouer du piano et chanter. Doit également faire office de valet de chambre. Mozart jouait à la cour du prince-archevêque Colloredo. À table, il était placé avant les cuisiniers, mais après les valets. Les musiciens étaient donc aux avant-postes du mouvement réformateur. C'est dans cette atmosphère contestatrice que Beethoven a grandi. Son père est professeur de musique au service des familles nobles. Ayant appris le piano, le jeune Ludwig est exhibé dans les salons. Son papa ment un peu sur son âge, rajeunissant l'enfant prodige pour mieux le vendre. Ludwig était manifestement un remarquable musicien, mais c'est sous l'influence de l'organiste Christian Neff qu'il va véritablement s'épanouir. Neff va essentiellement lui apprendre à laisser s'exprimer son émotion. Pour lui, un musicien ne peut émouvoir les autres que s'il est lui-même ému. Il faut jouer avec son âme, et non comme un oiseau savant. Beethoven compose à 14 ans sa première œuvre pour orchestre sous la houlette de Christian Neff. Œuvre qu'un éminent musicologue décrit en ces termes. Beethoven ne se contente pas d'utiliser des séries de double croche, mais il les emploie également en d'étonnantes descentes chromatiques, et dans le second mouvement, se lance dans de longues suites de triple croche, de quadruple croche, voire à certains moments de quintuple croche. Vous m'en direz tant. Encore un musicologue qui aurait dû naître dans une famille d'ouvriers. On lui aurait appris à vivre. Tu recommences ça une fois et je te double croche la tronche. Tu te prends pour qui ? Beethoven n'a que 18 ans lorsque la Révolution française éclate. L'événement va avoir des répercussions immédiates pour le jeune homme, puisqu'il sonne le glas d'un système où les musiciens étaient au service des rois. Haydn, Mozart et Beethoven échappent à l'atmosphère pesante des cours européennes.
Le plus révolutionnaire des trois, Beethoven, déclare que le tempo d'un morceau ne doit être déterminé ni par un tyran, ni par un marteau mécanique, mais doit être à la musique ce que le battement de cœur est à l'homme. Il compose à l'époque un concerto pour violon dans lequel l'instrument doit être tenu à l'envers. Au-delà de la musique classique, c'est la pop des années 60 qui l'a influencé. Beethoven réalise vite que son avenir est à Vienne, capitale musicale de l'Europe, lieu de rencontre des grands de l'époque comme Mozart et Haydn, puis plus tard Schubert, Strauss et Ultravox. Les idéaux de la Révolution française guidaient également un autre aspect de l'œuvre novatrice de Beethoven, le culte de l'individualisme. Pas dans le sens étroit et égoïste où on l'entend aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi je paierai pour la sécu, je ne suis pas malade. Non, le sentiment de l'époque était que tout individu pouvait aspirer à un grand destin, contrairement à l'idéologie qui prévalait jusqu'alors. Un autre musicologue dit de lui: il rejette l'universellement humain pour l'individuellement humain. Or, un homme incarne à l'époque cette idée de l'homme en tant qu'individu, et c'est Napoléon. On a du mal à imaginer aujourd'hui le succès que Napoléon a pu avoir auprès des progressistes du début du 19e siècle. À leurs yeux, c'était non seulement un révolutionnaire, mais aussi un battant qui s'emparait de la vieille Europe pour y instituer de nouvelles règles, fondées notamment sur les droits de l'homme. Beethoven a puisé son inspiration dans les conquêtes napoléoniennes, au niveau aussi bien politique que culturel et personnel. Il détestait par-dessus tout les cours qu'il était obligé de donner à des jeunes gens aisés que la musique n'intéressait guère. L'un de ses élèves, un jeune noble, s'est plaint de son attitude. Il a le toupet de venir donner ses cours en robe de chambre, en pantoufles et en bonnet de nuit. Un autre élève dit être arrivé un jour pour sa leçon chez Beethoven et avoir trouvé le maître en train de fredonner une nouvelle mélodie. Il s'est alors rué sur le piano et je me suis assis dans un coin de la pièce où il m'a oublié. Il s'est déchaîné pendant une bonne heure, puis s'est levé et a eu l'air surpris de me voir. « Je ne peux pas vous donner votre leçon aujourd'hui, m'a-t-il dit. J'ai du travail. » Lorsqu'il condescendait à s'occuper de ses élèves, il les surprenait souvent en ignorant totalement leurs fausses notes. « Ça n'a aucune importance, leur disait-il, elles finiront par disparaître. Ce qui compte avant tout, c'est de jouer avec passion. » Voilà, quelle flamme! Son obsession pour la passion et son excentricité n'étaient pas le signe de troubles psychologiques, mais la conséquence de sa foi en l'individu. Une foi confortée à ses yeux par les victoires de Napoléon. Ainsi quelle ne fut sa joie lorsque l'ambassadeur de France en Autriche lui suggéra de dédier sa 3e symphonie au grand homme. Ces circonstances expliquent d'ailleurs en grande partie l'originalité de l'œuvre baptisée Eroica. Avec cette œuvre, Ludwig innovait sur plusieurs fronts. Elle était 2 fois plus longue que la plupart des symphonies composées jusqu'alors, plus complexe dans son écriture, et en grande partie en mi mineur, ce qui, paraît-il, est très coton. De plus, c'était une œuvre conçue comme un tout, racontant une histoire et pas seulement une compilation de mélodies, avec une ouverture magistrale célébrant les victoires militaires et une marche funèbre signalant la mort des valeurs d'hier. Une œuvre originale, car c'était la première fois qu'un récit était raconté de cette manière, et surtout parce que c'était énorme. Un truc qui vous donne envie d'aller dans un endroit public, de mettre le volume à fond et de hurler. Oubliez 2 secondes la charcuterie et écoutez-moi ça, bande de blaireaux! Ça me rappelle quand j'étais ado et que mes parents surgissaient dans ma chambre en hurlant « Moins fort! Toi, tu seras sourd avant 30 ans !» Et ils revenaient un peu plus tard. C'est moi qui vais le faire. Là, comme ça, c'est moins fort. Tu n'as pas besoin de le faire gueuler. En quoi il se trompait complètement? Peut-être que pour écouter Sacha Distel ou Luis Mariano, il n'avait pas besoin de mettre la musique à plein tube. Mais pour moi, ça n'avait aucun intérêt d'écouter en sourdine les Ramones susurrer « 1, 2, 3, 4, Sheena is a punk rocker ». Et si je vous demande de chanter un truc de Beethoven, vous allez répondre « Ta 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 !» Pas tout 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 tout.
La troisième symphonie de Beethoven est censée célébrer les victoires de Napoléon. C'est forcément du lourd, du costaud. C'est pas la petite minette de la Starac qui fredonne « Mon amour, je t'aimerai toujours ». D'ailleurs, aucune minette de la Starac n'a jamais envahi l'Italie. D'un autre côté, si quelqu'un avait dit à Beethoven, quand il était ado, qu'il serait sourd avant 30 ans, ça aurait été vachement tentant quelques années plus tard de le lui rappeler « Je te l'avais dit !» Mais l'histoire de la troisième symphonie va connaître un rebondissement inattendu. L'œuvre est terminée, imprimée, dédiée en première page à Napoléon Bonaparte, ennemi de tous les empereurs, lorsqu'un ami de Beethoven lui apprend l'horrible nouvelle. Le grand révolutionnaire a abandonné ses idéaux républicains et s'est bombardé empereur. Beethoven encaisse le coup, puis entre dans une terrible colère. Salaud! Il arrache la page de garde de sa symphonie et barre le nom de Bonaparte avec une telle hargne qu'il en déchire le papier. Ce qui est assez compréhensible étant donné les circonstances. On le voit mal gommer délicatement le nom du nouveau tyran avec le bout de son crayon. Et ça se prétend républicain! Ça me rend fou! Tout ça n'empêche pas certains historiens d'affirmer que Napoléon n'avait finalement pas grand-chose à voir avec cette symphonie. L'un des biographes de Beethoven estime même que le compositeur éprouvait simplement une attirance pour les puissants. Ça aurait aussi bien pu être Marie-Antoinette, Arnold Schwarzenegger ou Raymond Domenech. Mais Napoléon passait par là et ça a été lui. C'est comme le tube des années 80, Free Nelson Mandela. Les Specials ne s'intéressaient pas particulièrement à Mandela, ils avaient juste un faible pour les prisonniers. Ils auraient aussi bien pu chanter « Libérez Bernard Tapie ». À l'époque pourtant, les thèmes abordés par Beethoven dans sa symphonie paraissaient évidents pour tout le monde, même sans la page de garde. Sa symphonie fut interdite à Prague car... moralement corrompu. La vie sentimentale de Beethoven ne pouvait que renforcer ses convictions républicaines. Il était en effet tombé amoureux d'une certaine comtesse, Giulietta Guicciardi, qu'il aurait bien aimé épouser, un projet qui tomba à l'eau sous prétexte, dit-il, que nous ne sommes pas du même monde. La demoiselle refusait toutes mes alliances et se maria finalement avec le comte von Gallenberg. Effondré, Beethoven resta introuvable pendant 3 jours, puis réapparut aussi soudainement qu'il avait disparu. Quelque temps plus tard, le prince Lichnowsky, son principal employeur, lui demanda de venir jouer un soir dans ses salons lors d'une réception. Beethoven refusa. Le prince entra dans une colère terrible. Beethoven lui envoya alors une lettre dans laquelle il résumait en quelques mots tout l'esprit de la Révolution française et qui reste certainement la plus belle lettre de démission de tous les temps. Cher prince, vous êtes ce que vous êtes de par les circonstances de votre naissance. Je suis ce que je suis de par moi-même. Il y a et il y aura toujours des milliers de princes, mais il n'y a qu'un seul Beethoven. Il avait une autre raison d'être de mauvaise humeur. Dès l'âge de 25 ans, il commença à souffrir de problèmes d'audition. Comme d'habitude, les médecins lui prescrivirent divers traitements totalement inefficaces. L'un conseillant les bains froids, l'autre les bains d'eau tiède dans le Danube. Dans une lettre, il se plaint de la gêne qu'il ressent. Mes oreilles ne cessent de siffler, de bourdonner jour et nuit. J'entends les sons sans pouvoir distinguer les mots. Les cris me sont insupportables. Souvent, je maudis le Créateur et ma propre existence. J'ai parfois l'impression d'être la créature la plus malheureuse de la Terre. Mais ce n'est pas seulement son handicap qui l'inquiète. Il craint aussi la réaction du public. Dans la même lettre, il écrit « Depuis près de 2 ans, je ne me rends plus à aucune réception, car je me sens incapable d'avouer aux gens que je suis sourd. » Il se lance donc dans l'écriture d'un opéra. Ce qui peut paraître un choix étrange pour quelqu'un qui a des pulsions suicidaires. Cette œuvre, finalement baptisée Fidelio, sera jouée pour la première fois ici, à l'Opéra de Vienne. La décoration du café de cette institution a été refaite dans les années 1960, d'où ce ravissant papier peint et ses rideaux assortis, censés illustrer la fibre prolétarienne de Fidelio. Beethoven passe en revue dans cet opéra tous les thèmes qui l'obsèdent. Alors qu'il est en train de le composer, il note au passage une phrase de Schiller. « Les mendiants deviennent les frères des princes. » Il réécrit plusieurs fois son opéra. Si l'on en croit un éminent musicologue, plus Beethoven remet son opéra sur l'ouvrage, plus il l'imprègne profondément de l'esprit même de la Révolution française. À la même époque, Ludwig compose également 2 nouvelles symphonies qui seront jouées pour la première fois en 1806. Il s'agit tout d'abord de la 5e symphonie, qu'un certain Barry Cooper, auteur d'une biographie de Beethoven, résume admirablement en ces termes. L'extrême intégration du premier mouvement exige une intégration analogue de la symphonie dans son ensemble.
Ce que le compositeur parvient à accomplir en reprenant les 4 notes du thème initial et par une montée progressive des passages en Do majeur au détriment du Do mineur. En d'autres termes, franchement, quand on entend ça, la seule chose qu'on a envie de dire, c'est « Où sont mes chevaux, mon char et ma lance? Faut que j'aille envahir un pays, n'importe lequel, que je le domine et l'endommage. » La 5e symphonie reçoit cependant un accueil très froid, que résume le compositeur et musicographe Johann Friedrich Reichhardt. Une symphonie longue, très longue, trop longue. La partition du violoncelle prend à elle seule 34 pages, une aubaine pour les copistes qui sont payés à la page. Beethoven écrit presque en même temps sa 6e symphonie, plus connue sous le nom de symphonie pastorale. Là encore, c'est une œuvre tout à fait originale. Il s'agit d'une véritable histoire qui raconte la vie des paysans de Heiligenstadt, le village où le compositeur aimait venir se reposer. Beethoven a fait des recherches minutieuses pour cette symphonie, un véritable travail de peintre. Quelques années plus tard, de retour à Heiligenstadt, il dira à son secrétaire « C'est ici que j'ai composé la scène au bord du ruisseau, en compagnie des bruants, des cailles, des rossignols et des coucous. » On considère généralement que cette symphonie raconte l'histoire de joyeux paysans qui sont surpris par un orage et attendent que le ciel s'éclaircisse pour reprendre la moisson. On peut cependant se demander si les choses sont aussi simples quand on sait ce qui se passait à l'époque. 30 ans plus tôt, une terrible famine avait tué 250 000 personnes dans les campagnes de Bohême. Et les paysans avaient joué un rôle clé dans la Révolution française, qui restait la grande source d'inspiration de Beethoven. Il est impossible de savoir exactement ce qu'il avait en tête, mais une symphonie sur la paysannerie, composée en Autriche en 1808, est forcément lourde de sens. C'est comme si on avait composé une symphonie sur les paysans vietnamiens dans les années 1970. Ah, comme c'est joli, on les imagine travaillant dans les rizières avec ce charmant bruit d'hélicoptère qui revient sans cesse, tel un refrain. Qui plus est, ce type était un fervent républicain, trahi par Napoléon et dont la bien-aimée venait de se faire la malle avec un comte. Sa musique reflétant généralement son état d'esprit, ça m'étonnerait qu'il se soit amusé à composer toute une symphonie sur les aléas de la météo. S'il avait été anglais, à la limite, il aurait pu pondre une comédie musicale du style « On ne se croirait pas en mai, on ne se croirait pas en mai, il y avait pourtant prévu le soleil ». À peu près à cette époque, il est une nouvelle fois éconduit par une jeune femme qu'il voulait épouser. On aurait pu s'attendre à ce qu'un pote se pointe avec une bonne bouteille pour le consoler. Tu parles. C'est le moment que Napoléon choisit pour envahir Vienne. Ce n'est déjà pas drôle d'assister à la destruction de la ville que l'on aime par le mec qui hier encore était votre héros, mais en plus le bruit des canons est insupportable aux oreilles de Ludwig, qui est obligé de se terrer dans une cave avec un oreiller sur la tête. Beethoven bascule alors dans le camp des nationalistes, qui s'opposent à l'agression napoléonienne. Une décision compréhensible, ne serait-ce qu'à cause des maux de tête qu'elle lui avait infligés. Sourd, républicain et très généralement paumé, Ludwig se fait remarquer par son comportement de plus en plus fantasque. Il boit énormément de café, mais tient absolument à ce que chaque tasse soit préparée avec exactement 60 grains. Ça donne forcément envie de lui en faire avec 59 grains, pour voir s'il va faire la grimace en s'écriant « Beurre, qu'est-ce que c'est que cette lavasse ?» Ou une autre avec 61 grains. C'est trop fort, je ne vais pas fermer l'œil de la nuit. Si l'on en croit son secrétaire... Il était impossible de lui envoyer une carte d'anniversaire sans prendre le risque de le voir sombrer dans une colère noire, accusant l'expéditeur de tartufferie et d'hypocrisie. Toujours selon son secrétaire, il a d'étranges manies. Il arpentait la pièce, les yeux écarquillés, fredonnant des airs, notant soudain quelque chose, puis se versant un pichet d'eau sur les mains. Il finit par avoir des problèmes avec son propriétaire, toute cette eau renversée finissant par traverser le plancher, ce qui faisait de lui un locataire fort peu apprécié. La ferme! Un peintre vint un jour faire son portrait, mais Beethoven le mit à la porte, l'accusant d'être... Le peintre le plus abominable du monde, pour m'avoir fait asseoir face à la fenêtre. Le baron de Trémont lui rend visite en 1809. Représentez-vous ce qu'il y a de plus malpropre et de plus en désordre. Un assez vieux piano à queue sur lequel la poussière le disputait à des morceaux de musique,
Les sièges étaient couverts d'assiettes avec les restes du souper de la veille. Et sous le piano, je n'exagère pas, un pot de nuit non vidé. Selon son ami Siegfried, Ludwig s'amuse à casser des œufs. Ceux qui ne sont pas frais, il les lance sur la femme de ménage. Ses amis cherchent désespérément à le sortir de l'impasse où il s'enferme. Mais rien n'y fait. Ses manières sont de plus en plus excentriques. Il écrit par exemple à son ami Hummel « Vous n'êtes qu'un faucheton. Que le bourreau nous débarrasse de tous les fauchetons. » Le lendemain, il lui envoie une autre lettre. « Vous êtes un honnête homme, et je comprends maintenant que vous aviez raison. Baiser de votre Beethoven, dit Boulette. » Cette extravagance touche tous les aspects de la vie privée de Beethoven, donnant naissance à une énigme qui allait inspirer d'innombrables essais et une pléiade de films. Le compositeur écrit en effet en 1812 une série de lettres adressées à son immortel bien-aimé, objet de ses désirs et dont l'identité ne sera jamais établie. Il écrit « Vivre, je ne le puis que totalement avec toi ou pas du tout. Oui, j'ai décidé d'errer au loin jusqu'à ce que je puisse voler dans tes bras et me dire chez moi auprès de toi, que je puisse envoyer mon âme tout entourée de toi dans le royaume des esprits. » Bah, c'est l'invité le plus mystérieux que je connaisse. On n'a jamais trouvé à qui ces lettres étaient adressées, alors que c'est peut-être l'aspect de sa vie qui a suscité le plus de curiosité. De toute manière, à quoi bon trouver le nom de la mystérieuse bien-aimée si de toute manière nous ne la connaissons pas? C'est un peu comme les conversations de bureau. Une telle a un nouveau petit ami et tout le monde s'interroge « Oh, mais qui ça peut bien être ?» Laissez tomber, vous ne le connaissez pas. Mais finalement, la fille craque et leur dit « Il s'appelle Barry. »« Oh, Barry, je ne vois pas du tout qui c'est, mais je n'aurais pas cru que c'était ton genre de garçon. » Ce qui importe, quelle que soit l'identité de l'immortel bien-aimé, c'est que Beethoven va finalement se résigner à vivre sans elle. Ce sera certainement sa plus grande déception, celle qui aura l'effet le plus dévastateur sur son équilibre mental. Sa déception est également vive dans le domaine politique et a désormais Napoléon avec la même passion qu'il l'avait adoré quelques années plus tôt. Il repousse l'offre qui lui est faite de devenir virtuose de la cour impériale et refuse de composer pour l'empereur alors que nos rockstars mettent au placard leur déguisement de rebelles pour se bousculer à Buckingham. Quel honneur de rencontrer la reine! Et que Sir Paul McCartney déclare sans sourciller « En temps normal, je suis pacifiste, mais pendant la guerre, je ne pouvais pas. Et moi, je suis végétarien, mais seulement entre les repas. » En 1812, Beethoven écrit à un ami. Hier, Goethe et moi-même avons croisé toute la famille impériale. J'ai enfoncé mon chapeau sur ma tête et boutonné mon manteau. Goethe, son chapeau à la main, s'est effacé en faisant une large révérence. Je l'ai vertement réprimandé, sans la moindre pitié, et lui ai fait reproche de ses péchés. Il compose à cette époque son œuvre la plus marquante, la 9e symphonie. Il voulait depuis des années composer un opus majeur sur un poème de Schiller, l'hymne à la joie, qui affirmait que tous les hommes étaient frères. Achevé en 1823, l'œuvre est 2 fois plus longue que tout ce qui a pu être composé avant Beethoven. Le dernier mouvement dure plus de 23 minutes, plus que certaines symphonies dans leur intégralité. On y découvre l'une des mélodies les plus connues de tous les temps qui s'impose dans le final, reprise par un chœur. C'est déjà en soi très original, car à l'époque, on ne mettait pas de chœur dans les symphonies. Et même si le slogan « Tous les hommes sont frères » ne paraît plus vraiment radical, il affirme un idéal impensable pour les monarchies qui régnaient alors sur la vieille Europe, à savoir qu'un mendiant est l'égal d'un prince. Ce qui explique peut-être pourquoi, le soir de la première, la salle était bondée, mais la loge royale était vide. C'est vraiment une mélodie merveilleuse, qui s'articule autour de 2 thèmes simples, la fraternité et la joie. Elle allait d'ailleurs faire carrière, pour vendre des voitures, puis comme hymne de l'Union européenne, ce qui semble couler de source. Fraternité, joie, Peter Mendelssohn. Une mélodie malmenée depuis par des cohortes d'interprètes, le pompon revenant certainement au grand maître Klaus Wunderlich. Comment peut-on être aussi malfaisant? Ça, hymne à la joie? Ça ressemble plutôt à un samedi après-midi dans le potage, non? Malgré le succès rencontré par sa 9e symphonie, la situation de Beethoven ne s'améliore pas. Il boit beaucoup et a de graves problèmes financiers. La recette de ses concerts sert presque entièrement à payer ses frais. De plus, il est maintenant complètement sourd et ne communique plus qu'au moyen de carnets qu'il a toujours sur lui. Un jour,
il se querelle avec un serveur et lui lance une saucière à la tête. De plus en plus irascible, il passe des heures au café, assis seul à une table, agressant ceux qui l'approchent. Selon Thomas Busby, lui-même musicien, il restait assis dans un coin, seul, à boire du vin. Si quelqu'un venait à s'asseoir à côté de lui, il fixait intensément l'intrus et crachait par terre, comme s'il avait vu un crapaud. Outre ses symphonies et ses concertos, son opéra Fidelio et des centaines de sonates, danses, menuets et autres quatuors à cordes, Beethoven a composé de nombreuses chansons écossaises au titre évocateur, comme « Glisse sur l'eau mon beau bateau » ou encore « La belle dame des Highlands ». Il laisse par ailleurs une œuvre inachevée plus volumineuse encore que son œuvre publiée. Ce qui ne l'empêche pas d'écrire, parvenu à la cinquantaine, « J'ai l'impression de n'avoir écrit presque aucune note. » À partir de 1820, sa santé se détériore rapidement. Atteint d'une pancréatite et d'une cirrhose du foie, il meurt en 1827 dans cet immeuble. Depuis, l'humanité ne cesse de se disputer son héritage. Ainsi, au plus fort du nazisme, une chorale de résistants a continué de donner des représentations clandestines de Fidelio jusqu'au jour où quelqu'un les a dénoncés à la Gestapo. Les nazis revendiquaient eux aussi Beethoven, considéré comme le maître d'école de la nation. La musique de Beethoven était jouée devant les jeunesses hitlériennes. Il était représenté avec les yeux bleus et non marrons, la peau plus claire que nature. Il fut ensuite récupéré par l'Allemagne de l'Est durant la guerre froide. En 1970, les autorités de la RDA annoncèrent que Beethoven était en total accord avec la 11e thèse de Marx sur Feuerbach. Comment voulez-vous savoir ce que Beethoven, qui est mort en 1827, aurait pensé du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ? Ce qui est certain, c'est qu'il a composé une œuvre extraordinairement originale qui lui a été inspirée par son époque. À tel point que lorsque les événements le déprimaient, sa musique s'en ressentait et traduisait ses émotions. Bien sûr, la musique étant moins explicite que la littérature, on peut lui faire dire ce que l'on veut. Mais comment voulez-vous que votre musique traduise quelque chose quand vous êtes comme Justin Timberlake, sponsorisé par McDonald's ? Aretha Franklin aurait-elle réussi à toucher son public si elle avait chanté « Sweet, sweet baby, reprends donc un Big Mac ». Il est impossible de savoir ce que penserait Beethoven du monde moderne ou des drames qu'a connus l'Allemagne depuis qu'il est mort. Mais en tout cas, s'il pouvait revenir pour présenter l'une de ses œuvres, il ne dirait certainement pas « Le prochain morceau comporte 5 mouvements ». Mais... Et maintenant, pour en finir avec ces salauds de nobles et ces putains de républicains qui se prennent pour des empereurs, et ces serveurs qui méritent bien qu'on leur balance la sauce à la gueule, et cette sourdité qui me bousille la vie... 1, 2, 3, 4